Mon père a oublié de raccrocher. J'ai entendu chaque mot. C'est un fardeau. Je suis restée silencieuse. J'ai vendu ma maison à 980 000 euros. J'ai tout transféré. Puis j'ai disparu. Ils sont rentrés d'Asie tout sourire jusqu'à ce que la clé ne rentre plus dans la serrure. La maison était vide. Je n'ai laissé qu'un seul mot à l'intérieur. Adieu. Je m'appelle Sophie Renard. J'ai 29 ans et, jusqu'à cet été, tout s'est effondré. Je travaillais comme conseillère financière dans une banque à Lyon, où les gens me confiaient leurs plans de retraite, leurs décisions de prêt immobilier, et le genre de choix financiers qui façonnent toute une vie. J'étais douée pour aider des inconnus à protéger ce qui leur appartenait. Je n'aurais jamais imaginé devoir faire la même chose avec ma propre famille. L'appel a duré moins de 2 minutes avant que mon père ne dise qu'il devait raccrocher. Et s'il avait raccroché correctement, cette histoire aurait pris une tournure très différente. Mais il ne l'a pas fait. Je tenais encore mon téléphone quand j'ai entendu à nouveau sa voix, plus lointaine cette fois, négligente et cinglante d'une manière que je n'avais jamais perçue aussi clairement auparavant. Puis, j'ai entendu la phrase qui a tout changé. Il m'a traité de fardeau. Pas de fille, pas de quelqu'un qu'il aimait, un fardeau. J'étais debout dans la cuisine de la maison que ma grand-mère m'avait léguée, cette même maison que je payais pour entretenir, cette même maison que j'avais ouverte à mes parents parce que je croyais encore que l'amour pouvait se gagner par la patience, l'argent et la loyauté. Pendant qu'ils étaient en voyage en Asie, dépensant plus librement qu'ils ne l'avaient jamais fait dans leur vie, j'étais restée à la maison pour gérer les factures, les papiers et les petits désastres silencieux qu'ils semblaient toujours me laisser. Et en un instant d'inattention, j'ai découvert que les sourires, la culpabilité, les obligations familiales, tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus laid. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rappelé. Je ne les ai pas prévenus. Je suis restée très silencieuse. Et au moment où ils sont rentrés d'Asie, tout sourire, traînant leurs valises jusqu'à la porte d'entrée, la clé ne rentrait plus dans la serrure. La maison était vide. Et tout ce que j'avais laissé derrière moi, c'était un mot. Après avoir entendu mon père prononcer ce mot, je n'ai pas raccroché tout de suite. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai mis fin à l'appel avec dignité, mais ce n'est pas le cas. Je suis restée là, dans la cuisine de ma grand-mère, une main agrippée au plan de travail si fort que mes doigts me faisaient mal, écoutant mes parents parler comme si je n'étais pas du tout leur fille, comme si j'étais un investissement qui n'avait pas rapporté assez vite. Ma mère a ri la première. C'était un rire doux, presque ennuyé. Et puis mon père a dit que la maison aurait dû leur revenir en premier lieu, parce que les parents sont censés passer avant les enfants. Il a dit que tout m'avait été servi sur un plateau d'argent, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si cruel. Car la vérité, c'est que je travaillais depuis l'âge de 16 ans, que j'avais obtenu des bourses d'études, construit ma propre carrière et payé chaque facture liée à cette maison après la mort de ma grand-mère. Il parlait de moi de la même manière que les gens parlent d'une clause abusive dans un contrat. Ma mère a dit que je cherchais encore leur approbation, ce qui signifiait qu'il serait facile de faire pression sur moi à leur retour. Mon père a ajouté qu'il avait déjà pris des décisions en partant du principe que cette maison deviendrait la leur à terme. Puis il a dit quelque chose qui a glacé l'air autour de moi. Il a avoué s'être endetté très tôt, car une fois que j'aurais ajouté leur nom sur le titre de propriété, ils seraient à l'abri pour le reste de leurs jours. Il l'a dit avec une confiance absolue, comme si ce n'était pas un fantasme, comme si mon avenir leur avait déjà été réattribué. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sentiment d'avoir tous les droits. C'était un plan. C'était un plan de longue date. J'ai mis fin à l'appel, j'ai repassé chaque seconde dans ma tête, puis je me suis assise dans un silence total. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, soudain, j'ai vu des choses que j'avais ignorées pendant 2 ans. Les cadres de ma mère avaient remplacé les œuvres d'art que j'aimais. Le fauteuil en cuir de mon père était, d'une manière ou d'une autre, devenu le centre du salon. Leurs habitudes, leurs voix, leurs opinions m'avaient repoussé aux marges de ma propre maison si progressivement que je l'avais à peine remarqué jusqu'à cet instant. Quand ma grand-mère Marguerite m'a légué cette maison à Lyon, elle l'a fait parce qu'elle savait ce que cela signifierait pour moi d'avoir une chose dans la vie que personne ne pourrait m'enlever.
Je me souviens encore de la façon dont son notaire a lu le testament et de la façon dont mes parents ont souri un peu trop vite, faisant semblant de me soutenir avant que la déception ne frappe leurs yeux. À l'époque, ils avaient dit tout ce qu'il fallait dire. Ils disaient que je le méritais. Ils disaient que mamie savait que j'en prendrais soin. Puis, quelques mois plus tard, ils ont dit qu'il serait logique qu'ils s'y installent temporairement pour économiser de l'argent et être ensemble en famille. Le provisoire est devenu permanent sans jamais faire l'objet d'une discussion honnête. Je payais les taxes foncières, l'assurance, l'entretien et la plupart des courses. Ils offraient des opinions au lieu d'aider. Ils appelaient ça la famille. J'appelais ça de l'amour, parce que je voulais croire que c'était ça. Maintenant, je savais enfin à quoi m'en tenir. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré comme je pensais le faire. Je me sentais blessée, oui, mais sous la blessure, il y avait quelque chose de plus froid et de plus stable. C'était de la lucidité. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur l'îlot central et j'ai commencé à faire une liste. Plan de sortie juridique, financier, personnel. Si mon père pensait que mon silence faisait de moi quelqu'un de faible, il allait bientôt découvrir à quoi ressemble le silence quand il arrête de demander la permission. La première personne que j'ai appelée le lendemain matin fut une avocate nommée Céline Dubois, spécialiste en droit immobilier et patrimonial avec laquelle ma banque avait déjà travaillé. Je ne lui ai pas raconté la version dramatique. Je lui ai donné des faits, car les faits résistent mieux que la douleur. La maison était à mon seul nom. Le titre de propriété était net. Le testament de ma grand-mère était explicite. Mes parents y vivaient avec ma permission, ne payaient aucun loyer et n'avaient aucun droit de propriété. Céline m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Légalement, j'étais libre de vendre la maison. Ils n'avaient ni le droit de m'en empêcher, ni le droit d'exiger une part des bénéfices de la vente. Elle m'a conseillé de tout documenter et de manipuler leurs affaires avec soin. Mais le résultat final ne changeait pas. C'était ma propriété. Entendre cela de la bouche de quelqu'un qui n'avait aucun enjeu émotionnel dans ma vie a été très important pour moi. Ça a coupé court à la culpabilité. Ensuite, j'ai contacté Thomas Laurent, un agent immobilier en qui j'avais confiance car il était spécialisé dans les ventes privées pour des clients nécessitant de la discrétion. Je lui ai dit que je voulais que la maison soit vendue rapidement, discrètement et proprement. Pas de panneaux dans le jardin, pas de visites portes ouvertes, pas de commérage. Il m'a prévenu que je pourrais devoir accepter un peu moins que le prix fort du marché si je voulais aller vite, mais le marché lyonnais était toujours très tendu et la maison était magnifique. Les dernières estimations la situaient autour de 980 000 €, peut-être un peu plus pour le bon acheteur. Je lui ai dit que la vitesse primait sur mon ego. Il a commencé à appeler des acheteurs préqualifiés le jour même. Puis, je suis passé à la partie que je maîtrisais mieux que quiconque. L'argent. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une autre banque à Annecy, j'ai transféré mes liquidités, j'ai changé tous mes mots de passe, j'ai gelé mon crédit, sécurisé mes documents et fait réexpédier mon courrier. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais intelligente. Mon père avait passé des années à traiter l'accès à ma vie comme s'il en était le propriétaire. J'avais fini de laisser les portes déverrouillées. J'ai trouvé un appartement meublé pour un bail de courte durée à Annecy, assez proche pour construire une nouvelle vie, mais assez loin pour respirer. J'ai acheté un nouveau téléphone, créé une adresse email privée et commencé à déplacer discrètement les pièces de ma vie hors de cette maison avant que quiconque ne s'en aperçoive. La journée, je travaillais aussi normalement que possible. La nuit, je faisais mes cartons. Chaque tiroir que j'ouvrais ressemblait à un site de fouilles archéologiques. Il y avait des morceaux de ma grand-mère partout, coincés entre les dégâts causés par mes parents et les compromis que j'avais faits pour maintenir la paix. Ces recettes manuscrites, un gant de jardinage avec de la terre encore incrustée dans la couture, une vieille enveloppe sur laquelle elle avait un jour écrit un rappel pour m'appeler après un de mes examens universitaires. J'ai trouvé une carte qu'elle m'avait offerte pour mon 26e anniversaire, le dernier avant sa mort. À l'intérieur, elle avait écrit « Ne confonds jamais le fait d'être utile avec le fait d'être aimé ». À l'époque, je pensais que c'était l'une de ces petites maximes de grand-mère que les gens mettent sur des cartes de vœux et dont on se souvient plus tard. Debout dans cette maison,
le rouleau de ruban adhésif autour du poignet, j'ai enfin compris qu'elle avait essayé de me prévenir. Thomas a appelé 5 jours plus tard et a dit qu'il y avait un intérêt sérieux de la part d'un jeune couple muté de Paris, et d'une femme médecin qui déménageait avec sa famille de Bordeaux. Tous voulaient des transactions discrètes et tous pouvaient avancer vite. Je les laissais faire les visites pendant que mes parents postaient encore des photos bien retouchées de Bali et de Singapour, souriant devant des temples et des piscines à débordement que j'avais contribué à payer. Chaque fois que ma mère publiait une photo avec une légende sur la chance et la famille, j'avais l'estomac noué. Ils profitaient du rêve tout en complotant activement pour me dépouiller de la seule chose que ma grand-mère avait protégée pour moi. Thomas a reçu les offres dans la semaine. L'une était solide, l'autre était plus forte et plus nette. J'ai accepté la plus nette sans hésitation. Nous avons programmé la signature chez le notaire quelques jours avant le retour de mes parents d'Asie. Le timing était crucial. Je ne voulais pas d'une confrontation dans l'allée, ni d'une scène de cris devant les acheteurs, ni d'une occasion de plus pour eux de me manipuler en face à face. Je voulais que leur arrogance survive jusqu'à la seconde même de son effondrement. Pendant que la vente franchissait ses dernières étapes, je me suis occupée de la partie qui m'a semblé cruelle jusqu'à ce que je me souvienne de ce qu'ils avaient prévu pour moi. J'ai engagé des déménageurs. J'ai fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans la maison. J'ai séparé mes affaires, les affaires de ma grand-mère et celles de mes parents avec un soin obsessionnel. J'ai loué un garde-meuble à leur nom et j'ai payé 6 mois d'avance. Je n'essayais pas de les voler. J'essayais de ne leur laisser aucune faille pour me faire passer pour quelqu'un d'instable ou d'injuste. Plus je m'organisais, plus je me sentais calme. Pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que j'avais passé ma vie entière à me préparer aux réactions des autres. Pour la première fois, je préparais ma propre liberté. La signature finale a eu lieu un beau jeudi matin qui aurait dû me sembler plus grandiose qu'il ne l'a été. Je portais un blazer bleu marine, j'ai signé chaque page qu'on m'a tendue, j'ai répondu aux questions du clerc de notaire et j'ai gardé une voix stable même lorsque l'adresse a été lue à haute voix. J'avais vécu dans cette maison avec ma grand-mère, puis sans elle, puis avec 2 personnes qui m'avaient lentement appris à quoi ressemblait l'amour quand il s'accompagnait de calculs cachés en dessous. Au moment où le dernier document a été signé, l'argent était déjà en mouvement, et la propriété n'était plus la mienne. Je m'attendais à ressentir d'abord du chagrin. Ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Un soulagement si profond qu'il m'a presque embarrassée. Thomas m'a prise dans ses bras sur le parking et m'a demandé si ça allait, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que ça irait. Puis je suis retournée directement à la maison pour retrouver les déménageurs. Cette partie-là a été plus difficile. Non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que chaque pièce contenait une version de moi qui avait fait trop d'efforts. La salle à manger où j'organisais les repas de fête et faisais toutes les courses pendant que mes parents critiquaient la nourriture. Le couloir de l'entrée où ma mère avait un jour dit à un voisin à quel point elle était fière de la maison familiale, sans jamais reconnaître qu'elle était à moi. La chambre à l'étage où j'étais restée éveillée plus de nuits que je ne pouvais en compter, me demandant pourquoi être une bonne fille ne semblait jamais suffire. J'ai supervisé les déménageurs pendant des heures. Mes meubles, mes vêtements, mes dossiers de travail, mes souvenirs personnels et tout ce que ma grand-mère m'avait laissé spécifiquement ont été chargés dans un camion en direction d'Annecy. Les vêtements de mes parents, leurs documents, leurs boîtes de photos et les meubles de leur chambre ont été chargés dans l'autre camion en direction du garde-meuble. Je n'ai rien laissé abîmer et rien oublié par accident. J'ai même demandé aux déménageurs d'étiqueter clairement les bacs pour que mes parents n'aient aucune excuse pour plaider la confusion plus tard. Une fois les 2 camions partis, la maison est devenue étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle avec moi. J'ai marché de pièce en pièce une dernière fois. L'endroit paraissait plus grand, vide, et plus propre aussi. Dans la cuisine, je me suis tenue devant l'îlot où j'avais entendu mon père me traiter de fardeau pour la première fois. Et je me suis autorisée à ressentir tout ce que j'avais repoussé pendant la planification. J'ai ressenti l'humiliation. J'ai ressenti la colère. J'ai ressenti le chagrin de réaliser que certaines personnes n'aiment que ce qu'elles peuvent contrôler. Puis j'ai pris une longue inspiration, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le mot que j'avais écrit la veille au soir. J'étais passée par plusieurs versions.
Aucune ne me semblait juste jusqu'à ce que j'arrête d'essayer de paraître intelligente. À la fin, j'ai écrit un seul mot, à l'encre noire toute simple. Adieu. Je l'ai placé au centre du plan de travail de la cuisine, là où personne ne pourrait le rater. J'ai fermé la porte d'entrée à clé, j'ai glissé les clés dans la fente de la boîte aux lettres et je suis montée dans ma voiture. En m'éloignant du trottoir, j'ai regardé la maison dans le rétroviseur une seule et unique fois. Ma grand-mère m'avait donné bien plus qu'un bien immobilier. Elle m'avait donné l'occasion de me choisir moi-même le moment venu. Je ne l'ai pas complètement compris jusqu'à ce que je m'engage sur l'autoroute et que je continue à rouler vers Annecy, sans aucune intention de revenir. La première nuit dans mon appartement temporaire m'a semblé surréaliste. C'était petit, calme et complètement inconnu, mais chaque centimètre carré était synonyme de paix. Personne n'a fait de commentaires sur ce que j'avais commandé pour le dîner. Personne ne m'a posé de questions indiscrètes sur mes économies. Personne ne m'a rappelé combien de sacrifices avaient soi-disant été faits pour moi. J'ai posé ma valise dans un coin, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est l'épuisement, le genre d'épuisement qui n'apparaît que lorsque le mode survie relâche enfin son emprise. J'ai dormi plus longtemps cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Au cours des 2 jours suivants, j'ai ignoré toutes les envies de vérifier les heures d'arrivée des vols et de suivre exactement quand mes parents atterriraient. Je savais que lorsque le moment viendrait, j'en entendrais parler. Les gens comme mes parents n'encaissent pas les conséquences en silence. Et en effet, tard le dimanche après-midi, mon ancien téléphone s'est illuminé avec le premier appel en absence de mon père, puis un autre, puis ma mère, puis tous les deux à nouveau. J'ai fixé l'écran et je les ai imaginés dans l'allée avec leurs bagages de luxe et leurs visages choqués, s'attendant toujours à ce que le monde se plie à leurs désirs. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, la messagerie vocale a commencé à se remplir. Au début, mon père semblait irrité, comme s'il pensait que je faisais un drame, puis en colère, puis véritablement paniqué. Ma mère est passée d'une fausse inquiétude à des accusations de cruauté en moins de 10 minutes. À la tombée de la nuit, j'avais 17 appels en absence, 9 messages vocaux et plus de SMS que je n'ai pris la peine d'en ouvrir. Je n'ai écouté qu'un seul message en entier. C'était mon père qui hurlait que je n'avais pas le droit de leur faire ça. Cette phrase m'a presque fait rire. Pas le droit, comme s'il ne venait pas de passer des semaines à s'arroger des droits sur ma maison, mon argent et mon avenir. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis fait un thé. Pour la première fois de ma vie, leur chaos se produisait dans un endroit où je n'étais pas obligée de me tenir. Le lendemain matin, les messages sont devenus plus violents. Mon père exigeait mon adresse. Ma mère disait qu'ils étaient humiliés et à la rue, et que les filles respectables n'abandonnaient pas leur famille. Puis sont venues les menaces. Avocats, police, tribunaux, scandales publics. Chaque message prouvait la même chose, ils croyaient encore que la peur me ferait rentrer dans le rang. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Vers 10 heures ce matin-là, ma directrice d'agence m'a appelé et m'a demandé, d'une voix prudente, s'il y avait quelque chose que je devais lui dire. Mes parents avaient débarqué à la banque en exigeant de me voir. Mon père avait affirmé que j'avais vendu illégalement la maison familiale et volé sa retraite. Il avait haussé le ton dans le hall. Ma mère avait pleuré assez fort pour que les clients les dévisagent. La sécurité les avait fait sortir avant que les choses n'empirent. Je me suis excusée auprès de ma directrice pour le dérangement, puis je lui ai dit calmement que la maison était à moi. La vente était légale, et j'avais les documents si la banque en avait besoin un jour. Elle m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin et de ne pas m'inquiéter pour mon poste. Après avoir raccroché, je suis restée immobile 1 minute pour laisser l'information faire son chemin. Mes parents avaient essayé de me forcer à revenir dans leur pièce de théâtre en menaçant mon travail. Et au lieu de ça, tout ce qu'ils avaient fait, c'était montrer exactement à un autre groupe de personnes qui ils étaient vraiment. Au 3e jour, des membres de la famille ont commencé à me contacter. Certains étaient sincèrement inquiets. D'autres cherchaient des commérages. J'ai très peu parlé. J'ai dit aux personnes en qui j'avais confiance que la situation était légale, privée, et qu'elle n'était plus ouverte à la discussion.
J'ai gardé des captures d'écran, sauvegardé les messages vocaux et transféré les menaces les plus agressives à Céline, mon avocate. Elle m'a dit que je faisais tout comme il fallait. Puis, le 4e jour, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il disait « Nous devons nous voir face à face comme des adultes ». Cela m'a indiqué que le numéro était celui de mon père bien avant qu'il ne le confirme à la ligne suivante. Il voulait me rencontrer dans un café du centre-ville de Lyon. Il a dit que si je refusais, il continuerait à se pointer à mon travail jusqu'à ce que j'arrête de me cacher. Je l'ai lu 3 fois et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il pensait toujours qu'il s'agissait de me forcer à reprendre mes anciennes habitudes. Il pensait toujours que s'il poussait assez fort, je céderais. Alors, j'ai accepté de le rencontrer, mais à mes conditions. J'ai choisi un endroit très fréquenté en plein milieu de la journée et je suis arrivé avec 15 minutes de retard exprès. Quand je suis entré, je les ai vus immédiatement. Mon père, Bernard Renard, avait l'air plus vieux qu'un mois auparavant. Pas frêle, juste diminué, comme si quelqu'un lui avait enlevé ses certitudes pour ne lui laisser que de la colère. Ma mère, Valérie Renard, avait la même posture apprêtée qu'elle utilisait toujours en public, mais son visage était tendu et fatigué. Il n'avait jamais eu l'air autant d'inconnu à mes yeux. Je suis resté debout une seconde après avoir atteint la table. Mon père m'a dit de m'asseoir, comme s'il était toujours aux commandes de ma vie. Je me suis assise parce que je le voulais, pas parce qu'il l'avait dit. Il a commencé avant même que je puisse enlever mon manteau. Il m'a demandé où je vivais, où étaient leurs affaires, ce que je croyais faire, et si j'avais la moindre idée de l'humiliation qu'avaient été les derniers jours pour eux. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il s'épuise. Puis j'ai posé une seule question. Pensiez-vous vraiment que je n'avais jamais entendu ce que vous aviez dit ? La table est devenue silencieuse. Ma mère l'a regardé en premier, pas moi, et ça m'a tout dit. Il a essayé de rebondir rapidement. Il a dit que quoi que j'ai cru entendre, c'était sorti de son contexte. Il a dit qu'ils étaient stressés, fatigués. Déjà victimes du décalage horaire avant même que le vol retourne ait lieu, apparemment. Ma mère a ajouté que les familles disent tout le temps des choses qu'elles ne pensent pas. J'ai écouté sans ciller. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Je n'avais pas besoin de toute la conversation. Je n'ai passé que la partie qui comptait. La voix de mon père disant que j'étais un fardeau. Ma mère disant que je pouvais être manipulée parce que je cherchais encore leur approbation. Mon père disant que la maison leur appartiendrait avec le temps. Le son était bas, mais dans le silence qui nous séparait, c'était comme le tonnerre. Ma mère a pâli. Le visage de mon père est devenu si rouge brique que j'ai cru une seconde qu'il allait carrément partir. Il a dit que les enregistrer était une trahison répugnante. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Les gens qui sont désolés ont l'air désolés. Les gens qui sont pris au piège ont l'air offensés. Il s'est penché en avant et a déclaré que les enfants devaient du soutien à leurs parents après tout ce qu'ils avaient investi pour les élever. C'était à nouveau là, la vérité, en plein public, là où il ne pouvait pas la retirer. Je lui ai dit qu'élever un enfant ne créait pas une dette à vie. Je leur ai dit à tous les deux que je ne financerais plus jamais leur train de vie, que je ne les hébergerais plus et que je ne discuterais plus de mes finances avec eux. Je leur ai dit que leurs affaires étaient dans un garde-meuble, payées d'avance pour 6 mois, et que c'était la dernière faveur logistique qu'ils recevraient de moi. Ma mère a commencé à pleurer à ce moment-là, mais cela n'a pas eu l'effet habituel. J'avais passé trop d'années à confondre larmes et innocence. Mon père a dit qu'il n'avait nulle part où aller de convenable parce qu'il avait fait des projets basés sur l'attente que la maison finirait par leur appartenir. Il a dit cela comme si ça servait sa cause. Cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Il avait joué avec un avenir qui n'avait jamais été le sien. Je me suis levée pour partir et c'est là que le masque est complètement tombé. Il m'a traité d'égoïste, de personne froide, d'ingrate. Et finalement, avec une amertume si nue qu'elle m'a presque choquée, il a dit que j'avais gâché sa vie. Je l'ai regardé et j'ai dit, non, tu as construit une vie autour de quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Puis je suis partie. Je pensais que cette rencontre serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Les conséquences n'arrivent que rarement tout en même temps.
Elles viennent par vagues. Et pour mon père, chacune frappait plus fort que la précédente. Céline a envoyé une mise en demeure officielle après qu'il a laissé 2 autres messages vocaux menaçant de contester la vente. Cela ne l'a pas empêché d'essayer, mais cela l'a empêché de prétendre qu'il avait une quelconque base légale. 2 avocats l'ont éconduit une fois qu'ils ont vu l'historique du titre de propriété et le testament. La maison était à moi. La vente était valide. Les bénéfices étaient à moi. Fin de l'histoire. Mais alors que son fantasme juridique s'effondrait, sa réalité financière a commencé à le rattraper. Mon père n'avait pas seulement rêvé à voix haute en Asie. Il avait réellement agi en fonction de ses rêves. J'ai appris par l'un de mes cousins qu'il s'était endetté au maximum dans les mois précédant le voyage. Il a contracté un prêt personnel. Il a fait chauffer ses cartes de crédit. Il a même refinancé sa voiture parce qu'il croyait n'être plus qu'à quelques mois de prendre le contrôle d'une propriété de près d'1 million d'euros. Il avait dépensé comme un homme attendant le jackpot. Quand le jackpot s'est volatilisé, la dette, elle, est restée. Ma mère l'a d'abord blâmé en privé, puis plus ouvertement. La version que j'ai entendue par des proches était qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il s'était endetté, bien que je soupçonne qu'elle en savait assez. Quoi qu'il en soit, leur mariage est passé rapidement d'une complicité arrogante à un ressentiment mutuel. Et puis, il y a eu les retombées publiques. Il s'est avéré que mon père n'avait pas seulement fait un scandale dans ma banque. Une semaine après notre rencontre au café, il a débarqué au garde-meubles, furieux parce que le box était plus petit que ce qu'il imaginait, et a hurlé sur le gérant devant plusieurs personnes. L'une d'elles l'a reconnu, c'était la concession automobile locale où il travaillait encore à temps partiel. Une autre s'est avérée être la tante d'une femme de son bureau des ventes. Les petites communautés ont le don de relier les points plus vite que quiconque ne l'imagine. Les histoires se sont propagées, pas toujours avec exactitude, mais dans ce cas, l'exactitude n'était pas le problème. C'était son comportement. Au moment où il est retourné travailler, les gens en savaient déjà assez pour chuchoter. 1 mois plus tard, il perdait aussi ce travail. Officiellement, cela a été présenté comme une décision de restructuration et des problèmes de professionnalisme. Officieusement, tout le monde comprenait qu'un vendeur d'un certain âge faisant des crises de nerfs répétées en public, liées à sa fille, à de l'argent et à une maison qui n'avait jamais été la sienne, n'était pas exactement l'image qu'il voulait donner sur le plateau de vente. Perdre ce travail a été brutal, mais perdre l'image qu'il avait de lui-même a été pire. Mon père pouvait tolérer le stress s'il se sentait toujours supérieur. Ce qu'il ne pouvait pas tolérer, c'était d'être exposé comme étant faible, irresponsable et dépendant de la fille même qu'il avait qualifiée de fardeau. Une fois les salaires arrêtés, la voiture est devenue impossible à justifier. Il l'a vendue. Puis ils ont quitté la résidence hôtelière de long séjour qu'ils utilisaient depuis leur retour d'Asie et ont emménagé dans un appartement exigu en périphérie de la ville, le genre d'endroit sur lequel il avait l'habitude de faire des blagues. Ma mère, qui flottait autrefois dans les maisons des autres en faisant des commentaires sur la décoration et les standings, avait maintenant des voisins qui se disputaient assez fort pour que tout le monde l'entende. Je le sais parce qu'une des femmes de l'ancienne église de ma grand-mère, une femme à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an, m'a appelé un dimanche pour me dire, avec une satisfaction évidente, que mes parents avaient été vus en train de monter des meubles discount dans une cage d'escalier étroite. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. La punition de mon père n'était pas seulement de perdre la maison qu'il pensait pouvoir s'approprier. C'était d'être forcé de vivre avec la vérité de ce qu'il était, sans une plus belle histoire derrière laquelle se cacher. Il m'avait traité de faible parce que je cherchais encore l'approbation. Mais au final, ce n'est pas moi qui avais construit tout un avenir sur de la manipulation et de l'argent emprunté. Ce n'est pas moi qui suppliais la réalité de plier après qu'elle a refusé de le faire. Le plus étrange a été de constater à quel point j'ai ressenti peu de triomphe une fois que tout s'est déroulé. Il y avait de la satisfaction, oui, surtout les jours où un nouveau message vocal arrivait pour m'accuser de manque de cœur, comme si l'accusation elle-même n'était pas la preuve qu'il ne comprenait toujours rien. Mais le sentiment dominant était la distance émotionnelle. Chaque fois qu'il rageait, chaque fois que ma mère essayait une approche plus douce en demandant si cela devait vraiment aller si loin, j'entendais la même chose en filigrane,
ils croyaient toujours que mon rôle était de leur faciliter la vie. Je n'ai jamais répondu. Le silence avait fait plus en un mois que des années d'explication. J'ai investi toute mon énergie dans mon travail à Annecy, dans la thérapie, et dans la reconstruction de routines qui n'appartenaient qu'à moi. Je faisais les courses sans culpabilité. Je faisais mes nuits. J'ai appris ce que ça faisait de prendre des décisions qui ne commençaient pas par la peur de la réaction de quelqu'un d'autre. À l'approche des fêtes de fin d'année, ma mère m'a envoyé un message qui m'a presque touchée. Non pas parce qu'il était sincère, mais parce qu'il était bien écrit. Elle disait que les familles se brisent et se réconcilient tout le temps, et que la fierté avait déjà détruit assez de choses. Elle disait que mon père était déprimé, que l'appartement était petit, qu'ils avaient fait des erreurs, mais que j'étais toujours leur fille. Puis, dans le dernier paragraphe, elle m'a demandé si j'envisagerais de les aider avec la caution pour un meilleur logement, puisque j'avais largement les moyens après la vente de la maison. C'est le moment où la dernière trace de douceur en moi s'est glacée. Même au bord du gouffre, ils essayaient encore de construire un pont vers mon portefeuille. J'ai supprimé le message et je suis partie me promener. L'air était froid, le ciel était gris, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans me forcer. Mon père avait autrefois cru que mon silence le protégerait, car cela signifiait que je continuerais à tout encaisser sans rien dire. Au lieu de cela, mon silence est devenu la chose qui lui a coûté chaque illusion sur laquelle il avait bâti son avenir. 1 an plus tard, je vivais dans une maison de ville à Annecy, avec des placards de cuisine blancs, trop de plantes, et une sérénité que je prenais encore parfois le temps d'apprécier consciemment. J'avais été promue à la banque, non pas parce que ma vie personnelle m'avait rendue plus forte à la façon d'un film dramatique, mais parce que, pour une fois, j'avais les idées claires tout le temps. Je ne divisais plus mon énergie entre mon travail et la gestion émotionnelle constante qui accompagnait le fait d'avoir des parents manipulateurs chez moi. La lucidité est bonne pour une carrière. Le sommeil aussi. Tout comme le fait de ne pas être vidé de son énergie par des gens qui confondent l'accès à votre vie avec de l'amour. En cours de route, mon histoire a commencé à orienter mon travail dans une direction différente. J'ai commencé à remarquer combien de jeunes clients, en particulier des femmes, prenaient des décisions financières en portant une pression familiale qu'ils n'arrivaient pas vraiment à nommer. Des parents qui voulaient être ajoutés sur les comptes, des partenaires qui les poussaient à se porter garant pour des choses qu'ils ne comprenaient pas, des proches qui présentaient l'emprise comme de la complicité. Je reconnaissais ce regard dans leurs yeux parce que je l'avais porté pendant des années. J'ai donc proposé une idée à ma directrice d'agence et j'ai commencé à animer des séminaires gratuits en soirée, intitulés « Limites financières et pression familiale ». J'ai gardé un vocabulaire pratique, pas dramatique. Nous parlions de droits de propriété, de dette, de fonds d'urgence, de caution, de sécurité numérique et de la différence entre aider quelqu'un une fois et devenir son plan de retraite à long terme. Mais la leçon la plus profonde qui se cachait derrière tout cela était plus simple. Un amour qui dépend de l'accès à votre argent, à votre maison ou de votre peur n'est pas un amour sain. Un jeudi soir, après un séminaire, une jeune femme est restée pendant que tout le monde partait. Elle avait probablement 23, peut-être 24 ans, et elle se tenait près de la table des rafraîchissements, tordant la manche de son pull jusqu'à ce que je lui demande si elle allait bien. Elle s'est mise à pleurer presque immédiatement. Pas bruyamment, juste le genre de pleurs qui arrive quand quelqu'un a gardé une vérité enfouie depuis trop longtemps. Elle m'a dit que ses parents voulaient qu'elle contracte un prêt à son nom pour sauver leur entreprise et la traitaient d'égoïste parce qu'elle hésitait. Elle a dit qu'elle les aimait et qu'elle ne savait pas comment dire non sans se sentir comme une mauvaise fille. Je l'ai écoutée, puis je lui ai dit quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise des années plus tôt. Se protéger soi-même ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Poser des limites n'est pas une punition. C'est une information. Cela apprend aux autres où vous vous arrêtez et où leurs exigences doivent s'arrêter. Elle m'a prise dans ses bras avant de partir. Et après que la porte s'est refermée derrière elle, je suis restée là un instant à penser à ma grand-mère, à la façon dont elle avait vu le schéma avant moi, à la façon dont une maison. Une phrase entendue au téléphone et la décision d'arrêter de me justifier avaient changé toute la direction de ma vie. Je ne déteste pas mes parents. Cela surprend les gens quand je le dis, mais c'est vrai. La haine maintient une personne liée à la chose qui l'a blessée. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est de l'acceptation.
Bernard Renard est le genre d'homme qui confond contrôle et respect. Valérie Renard est le genre de femme qui qualifie la manipulation de maintien de la paix si cela préserve l'image de la famille. Ils sont ce qu'ils sont. Mon travail n'est pas de les réparer. Mon travail est de m'assurer que leurs idées tordues ne me façonnent plus. C'est, plus que tout, la leçon que je porte aujourd'hui. Parfois, la partie la plus éducative de la douleur est ce qu'elle vous apprend à nommer. Abus financier, amour conditionnel, chantage affectif. Une fois que vous pouvez nommer un schéma, vous pouvez arrêter de vivre dedans aveuglément. Et parfois, la connaissance la plus précieuse que vous puissiez transmettre à quelqu'un d'autre est que la famille ne devrait jamais exiger de vous que vous abandonniez votre dignité pour y avoir votre place. Avant, je pensais qu'être une bonne fille signifiait endurer plus, donner plus, pardonner plus vite et rester silencieuse, peu importe ce que cela me coûtait. Maintenant, je pense qu'être un adulte sain signifie se dire la vérité à soi-même en premier, même si cela ruine la version que quelqu'un d'autre a de vous. S'il y a du bon à tirer de ce qui s'est passé, c'est ceci, je ne confonds plus la culpabilité avec la responsabilité. Je ne confonds plus la pression avec l'amour. Et je ne crois plus que se sauver soi-même est une chose pour laquelle on a besoin de demander la permission. Mon père avait tort sur un point ce jour-là au téléphone. Je n'ai jamais été le fardeau. C'est moi qui portais tout le monde. Le jour où j'ai enfin posé ce poids a été le jour où ma vraie vie a commencé.